Donc, bienvenue à ce webinaire sur comment choisir entre un grand et un petit cabinet. On a à peu près 30 minutes pour faire cette présentation, donc ça va aller assez vite. Je vous demanderai de poser vos questions au fur et à mesure sur le Q&A à gauche, à droite sur votre écran. Cette présentation sera enregistrée et donc disponible sur notre chaîne YouTube ACE à partir de la semaine prochaine. Il y aura toujours un petit décalage d'à peu près 5 secondes entre le moment où je clique pour changer la page et le moment où vous voyez, donc pas d'inquiétude si je commence à parler avant que vous ayez la slide en vision. Donc, un sujet important, comment choisir entre un grand et un petit cabinet. Voilà, je passe au prochain. Donc déjà, juste une rapide présentation de l'audit et expertise. Qui sommes-nous? C'est une équipe d'à peu près une quarantaine de consultants avec 17 ans d'expérience. On fait des recrutements en France et en dom-tom. Et on a des bureaux donc dans toutes les grandes villes de la France. C'est des recrutements en expertise comptable, en audit et en social juridique. Et moi-même, donc vous voyez, Bénédicte Tête, je manage l'équipe parisienne et TomTom depuis 2003. Et donc, c'est avec à peu près 17 ans d'expérience que je vais vous essayer de vous éclairer sur la différence entre un big et un petit et quels sont les intérêts des uns et des autres. Petit préambule. D'abord, juste que vous sachiez, on est dans un marché en total déséquilibre. Même en période Covid, il y a plus d'offres que de candidatures. Concrètement, vous allez avoir du choix, même en période de Covid, même là maintenant, là où les recruteurs, eux, ont un peu plus de difficultés à trouver. Ce qui veut dire que le risque est porté par l'employeur et pas par vous quand vous cherchez un poste. Concrètement, si vous partez d'un poste, le recruteur va prendre 1 ou 2 mois, voire 3 mois pour vous remplacer, là où vous allez peut-être prendre quelques semaines uniquement pour trouver un poste. Et cela est joliment montré par ce slide où on a posé une question lors de notre enquête pour savoir combien de temps ça prend à un collaborateur et combien de temps ça prend à un employeur pour trouver son cabinet ou son collaborateur respectivement. Et si vous voyez, si vous regardez bien, vous voyez que le collaborateur trouve généralement en moins d'un mois, là où le cabinet trouve généralement entre 1 et 3 mois. Du coup, big, petit, c'est un sujet vaste. C'est beaucoup de cabinets dans des grandes villes, des petites villes, des bigs en province, des bigs à Paris. Donc, il y a beaucoup de variantes. Je vais du coup schématiser un sujet qui est par définition très difficile à schématiser, par souci de simplification et de pouvoir passer des messages. Mais il faut savoir du coup que tout n'est pas aussi noir et blanc que ce que je vous montre dans la suite de cette présentation. Donc, comme je vous dis, des cabinets haut de gamme, des cabinets un peu bas de gamme, des cabinets qui sont dirigés par des jeunes innovateurs, des cabinets qui sont en forte croissance, etc. Il y a des cabinets qui sont très grands, mais en fait sont réseau, donc du coup sont plein de petits cabinets, des très grands cabinets qui ont des clientèles qui est très petite, type fiducial, des petits cabinets qui ont des très belles clientèles, bon, ça vous ne les connaissez peut-être pas. Bref, il y a vraiment de tout. Donc c'est un marché qui est difficile. Une certitude, par contre, c'est que la taille, c'est pas la taille qui compte. Vraiment, et je souligne, c'est pas parce que c'est grand que c'est mieux, c'est pas parce que c'est petit que c'est moins bien. Et c'est surtout ça que je vais faire passer comme message dans cette présentation. Alors, quelques définitions. Qu'est-ce que je mets dans un big? Alors, typiquement, KPMG, Price, EY, Deloitte. J'ajouterai éventuellement Mazars et Grant Thornton, alors même si on ne les classifie pas strictement comme des bigs. Et puis, vous avez les autres. Alors, quid des cabinets de plus d'une centaine de personnes? Est-ce qu'on les classifie plutôt dans une organisation et avantage de big ou plutôt dans des cabinets petits? Voilà, à voir. Alors, les petits cabinets,
j'ai voulu mettre 4 types d'organisations dans les petits cabinets. Encore une fois, c'est très vaste. Donc, c'est des frontières qui sont absolument pas noir et blanc. Je classifie donc les cabinets de moins de 10 personnes, donc clientèle plutôt TPE de proximité, un expert comptable, parfois deux, peut-être dématérialisé, parfois bien organisé, parfois pas super bien organisé. Vous avez après ça les cabinets entre 20 et 50 personnes, encore une fois, frontière très floue. Des cabinets qui sont plus structurés, qui ont commencé la dématérialisation, qui sont bien avancés. Parfois, une clientèle grand compte pour certains. Des pôles, plus souvent, des pôles expertise, des pôles audit, évidemment, pôle social. Ça va de soi, on retrouve ça aussi dans les petits cabinets. Et aussi toute une partie conseil un peu plus importante et une formation un peu plus structurée. Vous avez après ça les cabinets beaucoup plus grands, 50 à 500 personnes, fortement structurés, plusieurs pôles, des équipes spécialisées, une formation un peu plus normalisée, un cabinet concrètement qui va ressembler un peu plus à ce qu'on va retrouver dans les bigs, avec quand même un peu plus d'institut personnel. Et c'est ça justement où on va venir. Et puis après ça, vous avez les autres cabinets qui rentrent pas dans les cases. Donc des petits cabinets très prestigieux, des grands cabinets très mal organisés, il y en a. Alors les bigs, les avantages, on les connaît pour beaucoup. C'est des structures mondialement reconnues. Et j'ai envie de dire que c'est l'avantage majeur, c'est la marque. C'est comme travailler chez Louis Vuitton, c'est comme travailler chez EDF. Vous mettez ça sur le CV, les gens connaissent. Donc tout de suite, ça aide pour la suite des choses. Après ça, la question, c'est quelle suite on veut donner. Et ça, je vais aborder dans un deuxième temps. Les perspectives d'évolution sont plus certaines, du débutant jusqu'à à peu près senior. Donc les 3 premières années, vous êtes quasiment sûr de pouvoir évoluer. Après ça, l'évolution va se faire plus difficile, pas plus difficilement, mais de manière un peu plus sur méritocratie, donc moins certaine. Mais bon, la formation meilleure, généralement, plus structurée, des méthodes, des équipes. Il y a vraiment de tout pour vous aider à appréhender votre métier. Il y a évidemment une organisation. Quand on est 500, 1000, 2000, 3000 personnes, on ne peut pas faire fonctionner une organisation sans qu'il y ait une structure et des méthodes de travail. Impossible. Il y a aussi, je pense qu'un avantage, le management de juniors qui est pas quasi systématique, mais qui est plus faisable dès la deuxième année, ce qui n'est pas forcément le cas dans des petits cabinets. Et à moindre mesure, vous avez des dossiers qui sont souvent beaucoup plus importants. Alors là, encore une fois, il faut faire la différence entre les cabinets big à Paris et les cabinets big dans des petites villes de province. Donc ces petits big ressemblent plus à des cabinets de taille moyenne, petite taille, quand ils sont en province dans des petites villes. Donc voilà, il faut faire la différence. Encore une fois, tout est gris. La carte de visite, donc. La carte de visite, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant dans un big, c'est des débouchés vers des cabinets de taille moyenne. Donc, vous avez des cabinets qui sont intéressés par des gens qui sortent de big. Vous avez la possibilité de basculer sur d'autres bigs, sur des spécialisations. Souvent, on voit des auditeurs partir pour faire du TF. Vous avez toutes les entreprises du CAC 40 qui sont très intéressées par des profils qui sortent de big. Et puis, vous avez évidemment les PME, donc toutes les autres entreprises qui sont intéressées. Et qu'est-ce qu'on va retrouver du coup dans ces entreprises? Des postes de DAF, de contrôleur de gestion, auditeur interne, chef comptable, consolideur. Bref, il y a vraiment une grande variété d'opportunités par la suite. Ça ne veut pas dire que si vous travaillez pas en big, que vous ne pourrez pas faire ça. C'est simplement que c'est plus facile quand vous êtes en big de basculer sur des très grosses entreprises. Et effectivement, le big n'est pas obligatoire si vous voulez évoluer en PME par la suite. Et je pense que je fais vite là, la PME est intéressante. La PME est intéressante comme poste. Pourquoi? Parce que comme les petits cabinets, vous allez avoir
un peu plus de proximité, votre capacité à influencer le décisionnaire est beaucoup plus important dans une petite organisation qu'une grosse. Autant dire que quand vous êtes contrôleur de gestion chez EDF, il n'y a pas beaucoup de chances que vous rencontrez le PDG et encore moins que ce que vous donnez comme information va forcément changer l'orientation de l'entreprise. Quand vous êtes contrôleur de gestion dans une PME de 50 personnes, vous êtes le seul et du coup, vous êtes le conseil du dirigeant et résultat des courses, vous avez plus de chances d'influencer la suite stratégique de l'entreprise. Ça, chacun trouve midi à sa porte. Ce qui n'est pas garanti dans un big, c'est la taille des dossiers. C'est pas parce que vous êtes en big que vous allez travailler sur des gros dossiers. La preuve, dans des bigs en province, dans des petites antennes, vous pouvez être amené à travailler sur de la TPE et de la PME. La diversité, même chose. C'est pas parce que vous êtes en big que vous êtes sur des dossiers très diversifiés. Vous vous retrouvez parfois sur des équipes spécialisées sur des métiers, comme la banque et l'assurance, comme l'immobilier, comme les grands comptes. Perversement, les grands comptes, c'est une manque de diversité parce que vous avez très peu de dossiers. Donc, vous allez en avoir 3, 4, 5 éventuellement sur une année. Et donc, du coup, vous voyez moins de choses que si vous avez 20, 25 dossiers. La diversité des tâches, comme vous êtes dans des organisations qui sont très structurées, il y a moins de diversité parce que vous avez toujours des équipes spécialisées sur les missions type juridique, type évaluation, fiscalité un peu poussée. Et dès que une mission rentre sur ces domaines-là, c'est ces équipes-là qui vont s'en occuper. Alors, pas forcément plus d'autonomie et de responsabilisation, parce que même chose, vous êtes dans un cadre très structuré, ce qui fait que du coup, vous suivez des normes et des procédures et on vous laisse moins de capacité à prendre des décisions selon une situation X, Y, Z. Alors évidemment, plus vous montez dans les échelons, moins ça c'est vrai, mais c'est sûr qu'au début, vous êtes très cantonné à une procédure. Et évidemment, et la dernière chose, les salaires sont pas forcément plus compétitifs. Vous avez certains bigs qui jouent sur le fait qu'ils ont une belle marque pour squeezer votre rémunération, pas tous, ce qui fait que parfois vous pouvez gagner plus ailleurs. Encore une fois, c'est pas toujours le cas, ça dépend des antennes, ça dépend du responsable de site. Les inconvénients. Alors, on a déjà parlé un peu de ça, donc la spécialisation. Donc, plus vous êtes dans une antenne importante d'un big, plus il y a des chances que vous soyez spécialisé sur un secteur ou une typologie de dossier ou sur des missions. L'équilibre vie privée et vie professionnelle, ça aussi, il y a moins de chances de retrouver ça. Il y a également la lourdeur de l'hierarchie. Alors, ça peut être un avantage et un inconvénient. Moi, je l'ai mis dans un inconvénient parce que du coup, il y a moins de chances que vous voyez votre associé. Plus le big est important. Évidemment, quand vous êtes dans une antenne plus petite, il y a quand même plus de chances de voir votre associé. Manque de diversité dans l'émission, c'est une chose qu'on voit souvent, l'aspect conseil est souvent manquant parce que, encore une fois, c'est géré par des équipes spécialisées. Donc c'est un poste très cadré, très normé, donc ce qui est un avantage parce que du coup vous apprenez une méthodologie et des normes de travail, ce qui n'est pas forcément le cas dans un petit cabinet qui n'a pas de normes, mais du coup à l'inverse vous pouvez perdre en autonomie et responsabilisation. L'association est difficile. Quand vous avez un cabinet comme Price avec plusieurs centaines d'associés, il faut quand même réussir à convaincre beaucoup d'entre eux que ça vaut la peine de vous associer, alors que dans un cabinet de 15 ou 20 personnes, il y a peut-être un ou deux associés, c'est quelque chose qui se fait plus vite. Pas forcément plus sûr, mais ça va se faire plus vite, s'ils ont envie. Et malgré les promesses, les transferts en interne dans les bigs sont toujours difficiles. J'ai tendance à dire que un grand cabinet, si vous travaillez bien, votre manager va pas vouloir vous voir partir. Si vous travaillez mal, le manager du cabinet, de l'entité chez qui vous voulez aller, ne voudra pas de vous. Et on s'est retrouvé de temps en temps à faire des recrutements entre big, donc entre deux sites d'un big, parce que le collaborateur ne pouvait pas faire le transfert en interne. Donc quelqu'un qui est parti de Lyon pour aller à Nantes, dans le même cabinet, à passer par un cabinet de recrutement.
Tout ça parce que son patron de site sur Lyon ne voulait pas le voir partir. Donc, il n'a pas aidé son transfert. Quels sont les avantages des petits? Il y en a, comme mine de rien. Plus de diversité dans les tâches, moins de départements spécialisés, plus de dossiers, donc plus de choses à faire. Quand il y a une mission exceptionnelle qui rentre, il n'y a pas d'équipe spécialisée pour la faire. Donc, c'est vous. Plus de proximité avec les associés, plus le cabinet est petit, plus vous êtes proche du patron de l'entreprise. Plus de responsabilisation, parce que, encore une fois, plus le cabinet est petit, moins il y a des personnes au-dessus de vous qui peuvent vous aider. Donc, plus vous êtes livré à vous-même, en quelque sorte, pour trouver des solutions. Encore une fois, ce n'est pas que des avantages, parce que si vous vous retrouvez tout seul à prendre des décisions importantes sans aide, ces décisions risquent de ne pas être les bonnes. Moins de normes et méthodes contraignantes. J'exagère un peu quand je dis que en BIG, parfois, il faut l'aval de plusieurs personnes avant de pouvoir envoyer un email. Dans un cabinet plus petit, il y a moins de contraintes, il y a moins de procédures, ce qui fait que vous êtes plus agile au quotidien. Et sauf exception, pas de spécialisation. Encore une fois, il y a des cabinets qui sont spécialisés, des petits cabinets qui sont spécialisés dans des secteurs très précis. Donc boulangerie, public, parapublic, immobilier, l'international, la conso, bref. Donc il y a des cabinets de petite taille qui sont spécialisés, mais de manière générale, les petits cabinets sont des cabinets généralistes. Et évidemment, un management qui peut être plus sur mesure. Et enfin, une possibilité d'association qui est plus simple. Ça ne veut pas dire que ça se fera, parce que c'est de l'institut personnel, l'association, mais il y a moins de décisionnaires, donc moins de nécessité de faire de la politique. Donc ça peut être plus simple à obtenir. Les inconvénients, alors moins de certitude. J'ai envie de dire que c'est le vrai inconvénient des petits cabinets. C'est souvent opaque. Pourquoi les gens vont chez McDo et pas dans une hamburger du coin? Parce qu'on sait ce qu'on va acheter chez McDo, on ne sait pas ce qu'on va avoir dans un hamburger du coin. Et la même chose avec les bigs, on sait ce qu'on va avoir dans un big, on est moins sûr de ce qu'on va avoir dans un petit cabinet. Et dans le petit cabinet, ça peut être pire, mais ça peut être aussi super sympa. Voilà quelques éléments donnés qui sont, on va dire, les inconvénients, une formation moins structurée. On est sur du intuité personnel. Ça veut dire qu'il faut s'entendre avec les gens. Quand vous êtes une équipe de 5 personnes, il faut s'entendre avec les autres. Quand vous êtes dans une équipe de 50 ou 100 ou 200 personnes, vous trouverez probablement des personnes avec lesquelles vous avez des affinités. Les cabinets plus petits ont des évolutions moins faciles. Forcément, quand vous êtes 5 et vous arrivez en bas et que les personnes au-dessus ne bougent pas, vous allez peut-être avoir du mal à évoluer vers un poste de chef de mission. Ce qui veut dire qu'il faut probablement changer de cabinet pour passer à l'étape suivante. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut le prendre en compte. Pour les tout petits cabinets, les salaires sont parfois moins importants. Quand vous êtes sur une clientèle de TPE, cette clientèle rapporte moins d'argent. Résultat des courses, on a moins d'argent à dépenser sur les salaires. Pour les tout petits cabinets, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Clientèle souvent TPE, donc pas de clientèle de haut vol. Et encore une fois, il y a toujours des exceptions, mais il y a quand même moins de chances dans un cabinet de 5 personnes de se trouver avec des dossiers en IFRS, de la conso, de l'international ou des choses comme ça. Et évidemment, forcément, pas d'activité autre, donc pas de transfert en interne. Donc, même chose, si vous avez envie de passer à la conso alors que vous avez fait 3 ans d'expertise, il faudra changer de cabinet. Petit focus stage expertise comptable. Moi, je considère que c'est probablement un peu plus intéressant de le faire en petit cabinet qu'en big, parce que, encore une fois, il y a plus de variété dans les tâches, plus de possibilités dans un même poste de faire du conseil, de l'audit, de l'expertise comptable, plus d'exposition au patron de l'entreprise, de cliente. Comme je vous disais, dans un grand cabinet, vous allez être un auditeur ou un collaborateur parmi une équipe qui est relativement conséquente ou pas, sur lequel vous allez intervenir sur des gros clients où le patron est très loin. Dans un cabinet de plus petite taille avec des clients plus petits,
vous allez avoir des dossiers, plus de proximité avec le patron parce que vous allez avoir plus de chances de le rencontrer quand vous êtes sur site ou de l'avoir au téléphone. Donc, vous apprenez vous êtes exposé à cette partie-là, mieux exposé à cette partie-là. Plus d'exposition à la partie commerciale, parce que vous allez voir plus de proximité avec la partie plan de mission, les budgets, les négociations des honoraires, le recouvrement. Encore une fois, il n'y a pas d'équipe spécialisée là-dessus dans les petits cabinets. Donc, souvent, vous allez à un moment ou à un autre participer sur ces éléments-là. Évidemment, dans les grands cabinets, les bigs, plus vous montez les échelons, plus vous allez voir ce genre de choses. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes en big, vous ne faites jamais ça. On est absolument d'accord là-dessus. Et je pense que on aura des problématiques de management un peu plus complexes parce que les petits cabinets ont tendance à recruter des gens plus diversifiés parce qu'ils n'ont tout simplement pas le choix. Ils sont moins attractifs, donc ils attirent moins de gens. Donc ils sont obligés d'ouvrir les vannes, en tout cas ouvrir les critères et recruter des gens de bords différentes. Et du coup, vous allez peut-être retrouver des personnes qui cherchent un équilibre de vie, d'autres qui sont ambitieux, d'autres qui ne le sont absolument pas, etc. Alors que dans les bigs, on va avoir tendance à essayer de recruter des personnes similaires qui ont tous à peu près la même vision. Et donc, du coup, je pense que dans les cabinets, on risque de retrouver des problématiques de management qui sont un peu plus complexes. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Et puis, vous participez plus facilement au recrutement dans un petit cabinet que dans un grand. Voilà. Et puis oui, question mémoire, plus de dossiers d'activités différentes, plus de chances de trouver un sujet de mémoire qui vous plaît. Une fois que le DEC est en poche, je pense que c'est aussi important de souligner ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la majorité des cabinets en France, sur les 22 000 cabinets en France, il y a quand même une grande majorité qui sont des cabinets de petite taille. Donc, il y a plus de chances que vous vous associez dans un cabinet de petite taille. De fait, si vous voulez jouer sur les probabilités, il est plus probable qu'on vous demande une expérience petit cabinet, petite clientèle, que gros cabinet, gros clientèle, pour pouvoir vous associer dans un petit cabinet. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que si vous travaillez en big, sur une clientèle de grands comptes, que vous ne pouvez pas vous trouver une association, parce qu'il y a évidemment des cabinets de taille moyenne qui travaillent sur des grands clients. J'en ai plusieurs en tête, j'ai des structures entre 100, 200, 300, 500, 600 personnes qui vont justement aller chercher les gens en big parce qu'ils ont l'ADN nécessaire pour travailler avec des très grands comptes. Donc, mais on a encore une fois, on travaille sur une question là de probabilité. Voilà. La deuxième élément important, c'est la création ex nihilo. C'est quand même plus facile de créer un cabinet ex nihilo avec des petits clients que des sociétés du CAC 40. Et donc, le fait d'avoir travaillé un peu sur des petits dossiers vous permet d'avoir une visibilité, un ton, une appétence, on va dire, petits dossiers, et donc de les attirer plus facilement. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si vous allez travailler sur des gros, que vous ne pourrez pas faire des petits. Enfin, comme je vous disais, l'association est quand même, à mon avis, un peu plus facile dans un petit cabinet que dans un big, tout simplement parce qu'il y a plus de proximité avec les décisionnaires. On arrive à deux derniers slides. Donc, quels sont les trois critères qui vont faire un poste? Comment choisir concrètement? Comment faire la part des choses avec toutes ces informations? Je pense qu'il faut d'abord souligner ce que vous devez chercher dans un poste et ce sur quoi vous devez vous concentrer. Qu'est-ce qui fait un poste? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte de travailler dans une entité? Il y a trois éléments. Le premier, c'est le fond. Qu'est-ce que je vais faire? Les tâches, les évolutions, les responsabilités, la clientèle. La deuxième, c'est l'ambiance, le cadre, le feeling avec les gens, la distance du domicile, l'équilibre de vie privée, vie professionnelle. Le troisième, c'est le salaire, évidemment. Si je prends un exemple très pratico-pratique, si je vous propose un poste dans un cadre super sympa, chouchouté, avec un salaire d'1 million d'euros par an, mais
où je vous demande d'être assis devant un mur blanc et de le regarder de 9 heures à 5 heures, je ne pense pas que vous allez tenir l'année. Et ce qui veut dire que le salaire ne fait pas tout. En même temps, si je vous fais travailler dans un cadre où il fait froid, pas de chauffage, surtout l'hiver, les équipements ne fonctionnent pas et le patron est un dingue, mais que le fond est intéressant et le salaire est intéressant, peut-être que vous n'allez pas tenir non plus. Bref, je considère qu'il faut 2 de ces éléments minimum et une partie du troisième pour que vous soyez heureux dans votre poste. Et c'est pour ça qu'il faut vous concentrer à essayer de cocher à 100% 2 des 3 cases et que le troisième case soit à moitié coché. Si vous avez les 3, bah évidemment, c'est génial. Alors, du coup, comment choisir? Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est d'éviter l'effet lumière qui brille. Soyez critique, posez les bonnes questions. C'est pas parce que c'est joli que à l'intérieur, ça va être super. Et on a souvent, tendance à dire parce que c'est Louis Vuitton, ça doit être génial. Pas forcément. Est-ce que ça vous convient vraiment? Donc posez les questions, soyez critique, d'autant plus que vous avez plein de choix. Deuxième chose, soyez honnête avec vous-même. On a tous envie d'être ultra riche, ultra populaire, peut-être ultra connu, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment envie de faire tout ce qui est nécessaire pour y arriver? Pour être président de la République, il faut savoir quand même poignarder un sacré nombre de personnes. Et je ne pense pas qu'on est tous faits pour y arriver à faire ça. Je dis ça. Donc, du coup, il faut être honnête avec vous-même sur ce que vous avez envie de faire avec votre vie, quels sont vos choix. Parce que, encore une fois, vous avez plein de choix. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas sur la première offre qui passe. Soyez tranquille. Vous êtes en position de force. Ça veut dire que c'est vous qui choisissez votre poste. C'est pas le poste, c'est pas l'entreprise qui vous choisit, même si c'est eux qui vous font une proposition. Donc prenez votre temps, regardez bien ce qu'il y a sur le marché et faites un choix informé. Dites bien ce que vous voulez en entretien. Trop de personnes n'osent pas dire tout ce qu'ils ont envie de dire par peur de je ne sais pas d'ailleurs. Dites ce que vous voulez. Si vous voulez faire le stage expertise comptable, dites-le. Si vous avez envie d'un poste avec qui vous permette de rentrer le soir pour récupérer vos enfants, il faut le dire. Parce que si le cabinet n'est pas en mesure de vous proposer, ils vont pas vous prendre. Par contre, si vous le dites pas et que vous avez besoin de partir à 17h30 pour aller chercher vos enfants et que le cabinet n'est pas en mesure de le faire, ben c'est trop tard. Vous êtes en poste. Ça va pas changer et ils vont pas vous laisser le faire. Donc soyez francs. Allez voir les cabinets en physique. Alors je mets ça parce qu'en ce moment, en période Covid, c'est plus difficile de faire des entretiens physiques, mais j'insiste dessus. Vous allez, après la période Covid, quand même aller travailler dans les locaux. C'est quand même sympa, c'est quand même important d'aller voir dans quel cadre vous allez travailler. J'utilise l'exemple du chauffage, mais ça peut être d'autres. Si vous arrivez dans un cabinet et vous voyez qu'il fait -3 dehors et qu'il fait 10 degrés à l'intérieur et que le patron n'a pas envie de mettre du chauffage parce que ça coûte de l'argent, ben vous aurez été content d'être allé voir. Ça, vous n'aurez pas vu si vous avez fait que l'entretien en visio. À côté de ça, vous allez rencontrer du monde, vous allez mieux vous appréhender l'ambiance de l'organisation. Enfin, faites ce qui vous fait plaisir. Choisissez le poste qui vous permettra de vous épanouir. Il faut ne pas oublier que il faut avoir envie de se lever tous les matins pour aller au travail. Donc, choisir un poste parce que ça a l'air super sur le papier, mais qu'au fond, ça risque de coincer sur certaines choses, peut-être que vous allez tenir une semaine, un mois, 6 mois, mais vous n'allez probablement pas tenir l'année. Et tout le monde perd son temps dans ce cas-là. D'autant plus qu'encore une fois, vous avez du choix. Donc, vous pouvez vous permettre d'être difficile. Et enfin, il n'y a aucun mauvais choix.
Et c'est très important ça. C'est pas parce que vous travaillez en big que votre carrière est toute tracée et parce que vous travaillez dans un petit cabinet que votre carrière est foutue. C'est faux. C'est pas parce que vous travaillez en petit que c'est mieux qu'un big. Il n'y a pas de mauvais choix. Le bon choix, c'est celui qui vous permet à vous de vous épanouir. Si c'est travailler en big parce que votre objectif, c'est de travailler dans des grosses entreprises par la suite, faites-le. Si vous voulez travailler dans une un petit cabinet parce que c'est à côté de chez vous, c'est familial, c'est sympa et c'est ce qui vous permet de vous épanouir, faites-le. Dans tous les cas de figure, vous allez apprendre des choses qui sont intéressantes, j'espère, et qui vont vous permettre de vous recycler éventuellement, si nécessaire, sur le marché par la suite. Et comme il n'y a pas de chômage, vous trouverez toujours un poste. Voilà, on a fait ça à peu près en 25 minutes, c'est la fin. Donc, si vous avez des questions, c'est l'occasion de les poser. Alors, quelqu'un me pose la question, quel est le bon moment pour partir? En janvier, juillet, septembre ou autre? La période haute du recrutement en cabinet d'audit et d'expertise comptable, c'est juillet, septembre, octobre, novembre, décembre. J'enlève août parce qu'évidemment, tout le monde est en vacances. La période basse, c'est à partir d'à peu près maintenant jusqu'à fin mai, début juin. Pourquoi? Parce que c'est la période fiscale, tout simplement. Donc oui, je rappelle que le webinaire sera est enregistré et donc sera sur la page YouTube de Ace France. Donc vous pouvez le réécouter si vous le souhaitez. À côté de ça, je pense qu'on pourra l'envoyer par mail à ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à nous l'indiquer. Alors, quelqu'un me demande, je préfère travailler à distance en forme de sous-traitance. Quel cabinet dois-je choisir? Alors, moi, j'aurais tendance à déconseiller la sous-traitance parce que ça vous rend dépendant de quelqu'un. Alors, après ça, c'est une option. C'est intéressant parce que c'est facile. Les gens viennent vous voir et vous donnent du travail. Si l'objectif n'est pas de développer et créer votre cabinet, c'est une option. Si votre objectif, par contre, c'est de créer votre cabinet, je vous conseille de éviter au maximum la sous-traitance et de vous consacrer au développement de votre propre cabinet. Après ça, on peut rentrer dans cette partie création de cabinet. Ça fera partie d'un autre webinaire que je vais faire un autre jour parce que c'est un sujet très vaste. N'hésitez pas si vous souhaitez de m'appeler directement. Alors, quelqu'un me pose la question, que mettre en avant sur un CV pour attirer l'attention d'un cabinet de taille moyenne? La taille de la clientèle, le secteur. Alors, attendez, il faut que je retrouve la question, tout d'un coup elle a disparu. Oui, le secteur du portefeuille, etc. Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique là-dessus. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est la durée que vous avez passée dans votre cabinet. Plus vous avez montré une stabilité, plus vous avez une candidature attractive. Après ça, il faut montrer que pendant cette période, vous avez su évoluer et avancer. Alors après ça, c'est un sujet vaste encore une fois. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'évoluer et pas envie d'avancer parce qu'ils sont très satisfaits de ce qu'ils ont et on crache absolument pas sur ça, mais c'est pour les personnes qui se montrent ambitieux. L'important, c'est de pouvoir indiquer que si vous avez fait 4 ans dans votre cabinet, vous ne faites pas que de la saisie pendant 4 ans. Parce que ces 4 ans, du coup, vont se résumer concrètement à une année. Les 3 années suivantes, vous faites exactement la même chose que les 3 premières années. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur le CV qui pourrait attirer autrement que la durée et le fait que vous travaillez en cabinet? Évidemment, les secteurs sur lesquels soit l'audit, soit l'expertise, mais ça va de soi.
Vous pouvez éventuellement indiquer la taille des dossiers. C'est intéressant surtout si vous voulez postuler dans des cabinets plus importants en termes de taille, parce qu'évidemment, ces cabinets, pas évidemment, mais généralement ces cabinets travaillent sur des dossiers plus importants. Je recrute pour un cabinet de 500 personnes qui recherchent des profils qui ont une expérience PME, donc des entreprises entre 10 millions et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si on a des CV que de personnes, si vous avez un CV où vous ne mettez pas ce genre de détails dessus, vous risquez de passer à côté du poste, vous ne risquez pas d'être appelé, et c'est dommage. Donc, mettez des choses peut-être, j'ai envie de dire, en lien avec le type de poste sur lequel vous allez postuler. Encore une fois, c'est très personnel tout ça. Que conseillez-vous comme cabinet pour réaliser le DSCG en alternance? J'aurais tendance à dire un petit cabinet. Pourquoi? Parce que les bigs vont évidemment vous mettre sur des dossiers, vont recruter et vous mettre sur des tâches, mais qui vont être relativement basiques, vu le contenu du fait que vous n'êtes pas là à plein temps. Et encore, là, il faut faire la part des choses. Je pense que si vous rentrez dans un big en fin fond de la France où ils sont 20 ou 30, vous allez quand même faire un stage ou un alternance qui est très intéressant. Si vous êtes au sein d'un big à la défense, au sein de l'équipe grand compte, vous risquez de faire des tâches très rébarbatives. Donc, c'est pas noir et blanc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai d'autres questions là. Quel cabinet conseillez-vous pour se spécialiser en audit banque? Audit, oui, voilà, poste d'assistant. J'ai une expérience d'analyse crédit en banque, mais seulement 6 mois en audit en 2014. Alors, j'ai envie de dire que ça va être difficile de trouver un poste en banque parce que en audit banque, parce que vous risquez d'avoir des prétentions de rémunération relativement importantes par rapport au type de poste qu'on va vous proposer. Concrètement, on va considérer que vous êtes débutant. Parce que vous n'avez pas fait d'audit, vous avez fait de l'analyse crédit, c'est pas du tout la même chose. Donc, il faudra probablement revoir vos prétentions à un poste de débutant, et à partir de là, vous postulez évidemment dans tous les bigs, parce que chaque big a son activité banque, et après ça, vous avez d'autres cabinets qu'il faut aller voir sur Internet, ça dépend de votre localisation évidemment, pour voir ce qui travaille sur le secteur bancaire. Encore une fois, appelez-moi si vous voulez plus d'informations plus pointues. J'ai une autre question là. Expérience après tentative d'approche, les cabinets big ou petits préfèrent des juniors à formater et à former. Le turnover reste élevé dans les cabinets. Que se doit dans un big ou un petit? Quelle perspective pour un senior auditeur interne et contrôleur de gestion avec 17 ans d'expérience? Alors ça c'est, je n'ai pas tout à fait compris la question. Quelle perspective pour un senior auditeur et contrôleur de gestion avec 17 ans d'expérience? J'ai envie de dire qu'il y a plein de perspectives. Si le but c'est quand même de rentrer en cabinet, on va retrouver cette même problématique de inadéquation de compétences et rémunération. Donc même chose là, ça vaut la peine que de nous appeler et on peut regarder ça un peu plus en détail. Quelles sont vos prétentions par rapport à ce que vous cherchez comme poste? Exemple, si vous avez 17 ans et vous cherchez un poste de manager en audit ou en expertise, je ne sais pas lequel, vous risquez d'avoir plus de mal à trouver parce que on va avoir des profils sur le marché qui sont issus du cabinet et qui ont l'expérience requise pour le même prix. Donc voilà, appelez-nous là-dessus. Des perspectives, il y en a toujours de toute façon parce que vous êtes dans un marché de la finance où il n'y a pas de chômage. Donc si vous ne trouvez pas de poste, je serais étonné. Voilà, ça toute une question de bien se positionner. Pourquoi il y a une telle différence de salaire en big entre un niveau DSCG et une école de commerce? Ça, c'est une excellente question. Moi, je suis britannique et je ne suis pas d'accord avec cette différence de rémunération, mais après ça, on est en France. On considère que les écoles de commerce forment les gens pour réfléchir, pour avoir une vision plus large
du marché, du monde, que une formation technique type DSCG qui est très orientée sur la comptabilité, la fiscalité, le droit, etc. Et donc, du coup, on part du principe que parce que vous avez une école de commerce, vous risquez de plus évoluer que si vous avez une formation technique. Je pense que c'est un peu bidon, surtout aujourd'hui, parce que on a beaucoup d'écoles de commerce qui sont des écoles de commerce pas de première ou deuxième ou troisième rang, et qui donc prodiguent des formations, à mon avis, qui sont moins bons qu'un DSCG. Donc, pourquoi ils font la différence? La différence, c'est structurel, ça fait partie de la France, de sa façon de fonctionner, mais ça s'estompe progressivement. Et c'est pas parce que vous avez un DSCG que vous aurez moins d'opportunités et moins d'évolution que parce que vous avez une école de commerce. À côté de cela, j'ai envie de dire, sur 42 années de cotisation avant de pouvoir prendre sa retraite, la différence de rémunération sur les premières années est marginale. Honnêtement, si vous gagnez sur Paris, parce que je parle de Paris là, 32 000 euros parce que vous avez un DSCG et 34 parce que vous avez une école de commerce, dans 5 ans, ça sera invisible. Donc, 2 000 euros de décalage, ou 3 000 euros, ou 4 000 ou 5 000 euros de décalage sur ces premières années, au bout de 5-10 ans, vous ne verrez même pas la différence. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter et pas s'en révolter, mais ça veut dire simplement le prendre comme ça et avancer. Maintenant, partez dans un petit cabinet, un cabinet de taille moyenne, école de commerce, DSCG, ils vont vous accueillir les bras ouverts, franchement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis en train de regarder si... Et là... je pense à 13. Là, on a une nouvelle question. J'ai besoin de conseils avant d'envisager de postuler franchement dans les Hauts-de-France. Puis-je vous contacter? Alors évidemment, par contre, je vous conseille plutôt de contacter mes collègues qui travaillent sur l'île parce qu'ils vont mieux maîtriser le marché local. Donc, je peux vous donner des conseils de manière générale. Maintenant, appelez le bureau de Lille et ils vont être beaucoup plus pointus sur ce qu'il y a comme opportunité aujourd'hui ou demain ou dans 6 mois sur la zone Hauts-de-France. D'autres questions? Alors, sur quelle plateforme conseillez-vous de postuler pour des postes dans le domaine finance, risque, banque? Bonne question. Les 2 grands sites de recrutement, c'est Monster et Cadre Emploi. Après ça, vous avez eFinancial Careers, Direct Emploi, Compte Online, Indeed, qui est un agrégateur. Allez voir sur le site Ace aussi, ce qu'on peut vous proposer. Donc, beaucoup de choses. Indeed est peut-être celui qui va vous apporter le plus de réponses parce qu'il va récupérer les annonces des autres sites. Donc, allez voir chez eux. Alors, bonjour, quelle rémunération en sortie d'alternance DSCG en province? J'avoue que je vais vous dire ça. Je vous conseille de télécharger notre on voit pas, oui, étude de rémunération. Donc, cette étude de rémunération, vous avez tous les salaires dans le monde de l'audit et de l'expertise comptable, en plus de d'autres secteurs d'activité. Et du coup, vous allez avoir les rémunérations dans le monde de l'audit d'expertise et aussi, du coup, dans les zones comme en province. Donc la question après ça, c'est est-ce que vous cherchez en audit ou en expertise comptable? Et ça va dépendre aussi de la taille du cabinet dans lequel vous postulez. Et tout ça, c'est là-dedans. Donc n'hésitez pas à consulter. C'est aussi téléchargeable en ligne. Donc je pense que oui, le mieux c'est de regarder. Attendez, je vais voir si je trouve rapidement.
pour la province, par exemple, en audit, donc on est sur le sud-est, en audit, un débutant, moins de 2 ans, c'est entre 25 et 30 000. Voilà, donc après ça, il va falloir voir dans quel cadre, dans quel type de poste vous allez postuler. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, voilà, bah, bravo, on a mis le truc. Pourquoi il y a les perspectives pour l'auditeur, on a déjà fait. Que conseillez-vous comme cabinet pour les auditeurs, on a déjà fait. Je pense qu'on... Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Faut-il manager... Alors, je suis désolé, la question n'est pas très claire. Faut-il manager EC afin de bien progresser en tant qu'expert comptable stagiaire? Est-ce que, alors j'avoue que je suis désolé, je comprends pas bien la question. Faut-il manager EC afin de bien progresser? Est-ce qu'il faut un manager expert comptable? Je ne sais pas, je suis désolé. Si vous pouvez reposer cette question pour la clarifier, ce serait super. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-il possible de faire un VIE en BIG? Ah, ça, c'est une excellente question. J'imagine. À l'étranger, probablement. Probablement. Je ne sais pas. Je me permets du coup de rebondir là-dessus. L'international, intéressant effectivement de travailler à l'international en BIG, même pas en BIG, en audit expertise. C'est faisable, évidemment. C'est conseillé en quelque sorte parce que c'est une excellente ouverture sur le monde. Ça vous permet de voir des choses que vous ne verrez pas autrement. Ce n'est absolument pas obligatoire. C'est pas parce que vous n'avez pas travaillé à l'étranger que vous ne trouverez pas de poste en France. On parle français, on travaille en normes françaises, on travaille avec des clients français, avec une fiscalité française, etc. Donc concrètement, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'international pour faire avancer votre carrière. C'est une option. Et j'ai envie de dire que vous avez aussi une option intermédiaire si vous ne parlez pas anglais, et ça, c'est les dom-tom pour lesquels je recrute, c'est pour ça que j'en parle. C'est intéressant de pouvoir travailler dans un cadre très, très différent, qui sont les dom-tom, et en même temps, de continuer votre stage d'expertise comptable, de travailler en français sur des normes françaises, etc. L'un des risques éventuellement de travailler à l'étranger, par exemple, les personnes qui partent au Brésil ou en Chine ou je ne sais pas quoi, c'est que vous vous éloignez des normes qu'on va retrouver en France et des méthodologies qu'on va retrouver en France. Plus vous passez du temps à l'étranger, plus il sera difficile de rebasculer sur un poste de niveau supérieur ou senior ce que vous aviez à l'étranger, parce que vous aurez perdu en quelque sorte une certaine technicité, sauf si vous postulez et vous trouvez un poste pour lequel on a vraiment besoin de votre compétence acquise, par exemple en Chine. L'international fera partie, encore une fois, d'un sujet qu'on pourra couvrir dans un autre webinaire. Faut-il un manager expert comptable pour avancer? Donc, on a la réponse à cette question. Non. Alors, il faut un expert comptable pour faire son stage, ça c'est sûr, parce qu'il faut qu'il vous inscrit à l'ordre, il faut qu'il soit maître de stage. Donc, il faut qu'il y ait un expert comptable au-dessus de vous qui peut vous prendre en tant que stagiaire. Par contre, c'est une obligation réglementaire, j'ai envie de dire, et pas une obligation de fond. C'est pas parce que la personne est expert comptable que vous allez forcément avoir une meilleure formation que si vous n'êtes pas expert comptable.
Donc, ne faites pas le choix uniquement par rapport à qui est votre manager, en tout cas, le diplôme de votre manager. Regardez surtout si vous voyez travailler avec lui. Quel big conseillez-vous pour évoluer en contrôle de gestion? Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse là-dessus, tous les bigs, tout simplement. Donc, faites ce que, encore une fois, choisissez si vous avez 4 offres, choisissez l'offre qui vous semble le plus intéressant sur le fond, sur le forme et sur la rémunération. D'accord? Et je reviens sur cette question de rémunération. La rémunération n'est pas le premier critère que vous devez regarder. On a des personnes qui gagnent très bien leur vie, mais qui font un travail qui apporte pas grand-chose, et donc ils vont se retrouver après quelques années ayant fait pas grand-chose, mais bien gagné leur vie, avec un CV qui est moins intéressant que quelqu'un qui a moins bien gagné et qui a fait des choses très intéressantes. Donc concentrez-vous sur le fond, concentrez-vous après ça sur la forme et enfin la rémunération. Qu'attendez-vous dans une lettre de motivation si celle-ci est nécessaire? Quelles sont les fautes que vous trouvez dedans? Les lettres de motivation sont-elles significatives? Alors j'ai envie de dire que moi je ne lis pas les lettres de motivation. Point final. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a tellement peu de monde sur ce marché que si je commençais à faire un tri par rapport aux lettres de motivation, j'aurais personne. Donc dès que je reçois un CV de quelqu'un qui travaille en cabinet, qui pourrait correspondre à mon poste, je l'appelle. Et puis on verra. Donc la lettre de motivation, je pense que c'est moins important que la façon dont vous organisez les informations sur votre CV. Là encore, c'est un autre sujet, comment créer un CV vendeur. Et encore, je pondère, comme je dis à des candidats, vous pouvez pondre un torchon en termes de CV, vous aurez toujours des appels. Simplement, votre torchon va attirer des cabinets de moins bonne facture qu'un CV extrêmement bien présenté, sans faute, etc. Donc voilà, c'est la seule différence. Mais vous aurez toujours des postes. Peut-on faire le stage d'expertise comptable uniquement en étant en audit et donc pas d'expertise? Oui. En big, oui. Il y a plein de gens qui font leur stage d'expertise en audit, en big et sortent avec le diplôme. Donc aucun problème là-dessus. Tout dépend après ça de ce que vous voulez faire après. Et c'est ça surtout qui est important. Si l'objectif c'est d'être un auditeur associé dans un big, faites-le. Si votre objectif, c'est de créer votre cabinet ex nihilo sur de la TPE, j'ai envie de dire, ne faites pas toute votre carrière en big et faites de l'expertise comptable. Avez-vous des opportunités au Luxembourg et Suisse? Oui, on a une entité en Suisse et en Luxembourg et je vous invite là, pour le coup, de jeter un coup d'œil sur les annonces au niveau de ces AIS en Suisse et AIS au Luxembourg. Quitter un big pour un petit cabinet qui propose moins de 10% d'augmentation, ça vaut-il le coup? Alors, ça revient à la question. Est-ce que ça vaut la peine de prendre un poste dans un petit cabinet qui vous propose une rémunération avec que 10% d'augmentation? Alors déjà, 10% d'augmentation, c'est pas mal, honnêtement. Si vous gagnez 50 000 euros, ça fait 5 000 de plus. Honnêtement, c'est pas dégueu. Donc déjà oui, mais je pense que c'est pas la bonne question finalement à se poser. La question c'est déjà pourquoi vous quittez votre cabinet. Vous quittez votre cabinet peut-être parce que vous peut-être c'est sûr vous ne trouvez pas ce que vous voulez aujourd'hui dans ce cabinet. Soit parce que l'ambiance est pas bonne, soit parce que les missions sont pas intéressantes, peut-être parce que vous évoluez pas, parce que vous tournez en rond, peut-être vous êtes cantonné à une seule activité. Si ce cabinet chez qui que vous allez intégrer vous propose un poste plus intéressant que celui que vous avez aujourd'hui et que c'est la même rémunération, vous allez gagner. Ça veut dire que vous allez faire un poste plus intéressant pour le même salaire. C'est ce que vous auriez voulu faire dans votre vie. Maintenant, si vous proposez un poste plus intéressant avec une augmentation, ben voilà, c'est génial. Foncez. N'attendez pas. Après ça, soyez attentif à l'offre, c'est-à-dire au fond. Posez les bonnes questions, creusez le sujet, vérifiez bien que le poste sur lequel vous allez le poste que vous allez occuper est réellement celui que vous voulez et que le cabinet est réellement capable de répondre à vos exigences. D'autres questions? Est-ce qu'il reste du monde qui écoute? Je ne vois pas s'il y a beaucoup de monde ou pas.
s'il n'y a pas d'autres questions à ce moment-là, je propose de terminer là. Je donne juste... Ah, non, voilà. Notre modérateur Manon vous remercie pour toutes vos questions. Donc, je vous remercie pour ceux qui sont toujours là d'avoir pris le temps de vous connecter et de nous écouter. Je serai très intéressé d'avoir vos retours sur cette première webinaire. Est-ce que le créneau horaire est intéressant? Est-ce que c'est problématique? Est-ce que vous aurez préféré avoir ça en fin de journée, en milieu de journée? Est-ce que une demi-heure, est-ce que la présentation s'est faite en une demi-heure, est intéressant pour vous? Est-ce que vous aurez pu faire autrement? Et sur le fond, est-ce qu'il y a des améliorations? Surtout, n'hésitez pas, je suis partant pour améliorer ce qu'on fait au quotidien. Donc, n'hésitez pas à nous faire des mails pour nous dire. Voilà. Je pense... ah oui, j'ai une autre question là. Quel salaire moyen pour un senior expérimenté à Paris dans un petit cabinet? Alors, un senior expérimenté qui fait quoi? Quel est votre parcours? Quelle est votre activité? Est-ce que vous êtes plutôt PME ou est-ce que vous êtes plutôt TPE? Là, encore une fois, je ne pourrais pas vous donner de chiffres comme ça parce que ça va dépendre de ce que vous avez à vendre. Et ce qu'il ne faut pas oublier tout le monde, c'est que vous vendez une prestation de service. Cette prestation de service, elle a une valeur. Cette valeur, elle dépend de ce que vous savez faire. C'est pour ça qu'un junior gagne moins qu'un senior. Maintenant, ce senior, s'il fait que de la saisie ou de la tenue de TPE, risque de gagner moins qu'un senior qui encadre 3 collaborateurs sur de la PME et de la TPE. Donc, encore une fois, passez-moi votre CV ou passez-moi un coup de fil et je pourrai vous répondre. Sinon, regardez encore une fois notre enquête. Si vous avez typiquement un profil de 4 ans d'expérience en cabinet sur une clientèle PME, je pense que vous pouvez prétendre sur une rémunération entre, on va dire, 40 et 50 000 euros, selon la typologie de la clientèle et l'étendue de vos missions. Est-il possible d'être expert comptable stagiaire en tant que contrôleur de gestion en BIG si le tuteur est inscrit à l'ordre, mais le stage n'est pas directement sur l'expertise et l'audit? Alors, j'imagine que oui. Là, vous me posez une question technique. Je pense qu'il faut que vous voyez ça avec l'ordre et la SOREF pour avoir la réponse. Mais j'imagine que oui, si le tuteur est bien inscrit à l'ordre et que c'est en cabinet. Oui. Maintenant, si vous êtes en entreprise, c'est 1 an. Passer de l'administration publique armée à un BIG est-il possible? Tout est possible. Tout dépend encore une fois de si vous êtes prêt à vous adapter à la rémunération qu'on va vous donner compte tenu de ce que vous avez à revendre comme expérience. Concrètement, si vous faisiez que de l'administration et que vous n'avez jamais fait de compta, il va falloir vous apprendre à faire de la compta. Vous êtes débutant. Alors, quel salaire moyen pour un senior expérimenté à Paris dans un petit cabinet d'audit? Est-ce que c'est le même? ET et PME, 4 ans d'expérience en BIG. 45, je pense. Si vous parlez anglais, vous allez peut-être gagner un peu plus pour des cabinets qui nécessitent de l'anglais. Mais ouais, 45, peut-être un peu moins, 43. Encore une fois, là, on va rentrer dans des subtilités. Quelle est votre prestance en entretien? Comment vous vous comportez? Quel est votre niveau de discours? Est-ce que vous passez bien en clientèle? Etc. Donc là, on va rentrer sur des éléments beaucoup plus subjectifs et qui vont être dépendants de l'entretien que vous allez passer. Voilà. Ok. Donc, je pense qu'on a fini là. D'autres questions? Donc, quelqu'un dit que l'horaire est pratique et c'était très intéressant. Je vous en remercie. Bon. Dernier appel pour les questions. Encore quelques secondes. Et sinon, je vous souhaite du coup un très bon déjeuner pour ceux qui n'ont pas mangé. C'est ce que je vais faire tout de suite là. Et je vous souhaite une très bonne année. Profiter, essayer d'en profiter, même si on va passer dans un nouveau confinement, malheureusement, je pense. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions plus personnelles sur votre carrière par la suite.
et on vous communiquera par la suite les nouveaux webinaires qu'on fera. Si vous avez d'ailleurs des sujets de webinaires que vous souhaitez qu'on fasse, n'hésitez pas. Alors, j'ai une dernière question. Le Master CESA est-il reconnu en BIG? Oui, évidemment. Master CESA est reconnu en BIG. Tous les diplômes sont reconnus. Tous les diplômes à la compta sont reconnus. C'est pas parce que, par contre, vous avez un Master CESA que vous allez forcément gagner plus. Donc, encore une fois, ça va être un global. D'autres questions? D'autres points? Même chose. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, je vous souhaite, voilà, comme je dis, une très bonne année et merci beaucoup pour votre attention. Et peut-être à un prochain webinaire.